Hiraku était un raté avec une vie si misérable que Dieu a décidé de le réincarner dans un autre monde pour vivre paisiblement. Mais tout change quand il débloque des capacités agricoles surpuissantes, attirant des filles monstres sur sa ferme qui le supplient pour sa saucisse. L'histoire commence juste après la mort prématurée de Hiraku, lorsque son orbe d'âme apparaît au ciel devant le dieu de l'anime, qui s'excuse de lui avoir fait vivre une vie cruelle et lui propose de le réincarner avec un corps sain, presque surhumain. Il demande alors à Hiraku de choisir une compétence pour sa prochaine vie. Mais, trahi dans sa vie précédente, Hiraku demande à être agriculteur. Tu es fou? Pour vivre une vie tranquille dans un coin reculé. Entendant cela, le dieu de l'anime lui accorde un outil magique tout-puissant, capable de se transformer en n'importe quel équipement agricole à volonté, et l'envoie dans une forêt éloignée. Là, Hiraku se réveille en pensant qu'il va vivre sa nouvelle vie en mode facile. Cependant, en réalisant qu'il est coincé, il transforme son outil en houe, retourne le sol, et découvre qu'il peut travailler des heures sans se fatiguer. Hiraku explore la forêt à la recherche de nourriture, mais entend soudain un bruit étrange, réalise que la forêt grouille d'animaux sauvages, et commence à chercher un refuge sûr, jusqu'à ce qu'il trouve un chêne géant. En défrichant le terrain autour de l'arbre, un monstre lapin en colère l'attaque. Mais il le terrasse d'un coup avec l'outil tout-puissant, se régale de sa chair, et continue à cultiver sa terre. Le lendemain, lorsque ses semis germent, il construit une clôture pour les protéger. Ensuite, il aperçoit un couple de chiens en détresse et les laisse entrer en apprenant que l'un d'eux est enceinte. Le lendemain, lorsqu'elle donne naissance, il leur offre de la viande pour fêter ça et les engage comme ses nouveaux chiens de garde. Pendant ce temps, le dieu de l'anime vérifie Hiraku et réalise qu'il a envoyé le pauvre gars dans la célèbre forêt de la mort. Dévasté, il envisage de rappeler Hiraku. Mais comme c'est contre les règles, il finit par prier pour que l'armure de l'intrigue de Hiraku le garde en vie jusqu'à la fin de ce résumé. Quelques jours plus tard, Hiraku découvre que n'importe quelle culture qu'il plante avec son outil tout-puissant pousse de manière exponentielle. Pour remercier les dieux de leur bénédiction, il érige leur statue sous le chêne. Ensuite, il trouve une rivière avec de l'eau propre et commence à construire un aqueduc pour acheminer une partie de l'eau vers sa ferme. Quelques mois plus tard, Hiraku sent que l'hiver approche. Alors il commence à stocker de la nourriture et du bois de chauffage. Plus tard, l'un de ses chiens trouve une énorme araignée démon nommée Zabuton qui peut fabriquer du tissu fin en quelques secondes. Hiraku l'adopte immédiatement et lui demande de lui faire un manteau d'hiver et de la literie pour rester au chaud. Lorsque l'hiver arrive enfin, Hiraku profite de son temps à l'intérieur de sa maison. Mais il commence à se sentir seul car cela fait un moment qu'il n'a pas eu de relation et ses envies le rendent fou. Fais-le. Fais-le. Plusieurs mois plus tard, au printemps, Hiraku découvre que Zabuton a maintenant des bébés et le félicite. En retournant au travail, Zabuton déclenche l'alarme, ce qui l'alerte. Il fait donc une pause et suit le danger avec ses chiens. Peu après, il aperçoit une petite fille attachée à un arbre et la mélodie l'attire vers elle. Lorsqu'il s'approche, la fille lui sourit, lui mord le cou, lui suce un peu de sang et se transforme en une version plus libre d'elle-même, avec de gros attributs, nommés loups. Regard percutant. Pendant qu'Hiraku est sous le choc, ses chiens attaquent la fille pour défendre leur maître, ce qui la fait rétrécir à nouveau. Mais Hiraku les rappelle et demande à la fille, plus tard identifiée comme une vampire, si elle est son ennemie. Quand Lou dit non, il lui demande pourquoi elle a sucé son sang tout à l'heure. Elle répond que c'est parce qu'elle avait besoin des nutriments dans ses fluides corporels, mais qu'elle ne se sentait pas à l'aise de goûter sa sauce blanche d'abord. En entendant cela, Hiraku réalise qu'elle est juste une bizarroïde avec une personnalité de Nissan Altima. Il la laisse donc sucer plus de sang jusqu'à ce qu'elle retrouve sa taille normale. Lorsqu'il retourne à la ferme, Lou gambade partout et demande à Hiraku de lui couper une de ses tomates pour la goûter. Après avoir mordu dedans, elle réalise qu'elle est douce et juteuse, tout comme ses lèvres verticales, et demande à Hiraku de lui montrer plus de ses cultures, ce qu'il fait. Au crépuscule, Lou entre toutes ses découvertes dans une tablette magique holographique et révèle qu'elle recherche actuellement des cultures rares et des plantes médicinales. Quant à la raison de sa présence dans la forêt, elle dit à Hiraku qu'un noble a envoyé un fort imbécile pour voler ses recherches, alors elle a couru pour sauver sa vie, jusqu'à ce qu'elle arrive ici. Pendant qu'elle continue de parler, Hiraku laisse échapper ses pensées intrusives et supplie Lou de vivre avec lui à la ferme pour toujours, promettant d'activer son système d'arrosage biologique chaque nuit avec ses 9 pouces. En entendant ça, Liu devient rouge et lui rappelle qu'elle est une vampire avec des gens après elle. Mais Hiraku s'en fiche, il a peur de manquer de Prom Stars avant de voir une autre méchante. Comme elle va avoir de la nourriture gratuite, Liu accepte timidement sa proposition et Hiraku la serre dans ses bras. Le lendemain matin, Liu rétrécit et salue Hiraku pendant qu'il travaille à la ferme. Quand Hiraku lui demande pourquoi elle a l'air comme ça, elle lui dit que c'est pour protéger ses ovaires de sa sauce à bébé, les femmes. Ce qui a du sens pour lui. Il continue donc de discuter. Au cours des jours suivants, Lou aide Hiraku à créer des lumières dans ses toilettes, puis elle résout son problème de sel, et enfin, elle apprécie de bons repas avec lui.
Un matin, après s'être réveillé, Hiraku emmène Lou aux arbres fruitiers pour les vérifier et discute de son plan pour la prochaine saison, tout en sirotant du thé médicinal chaud. À midi, Zabuton sonne l'alarme, poussant Hiraku, Lou et ses chiens à enquêter. Cette fois, il trouve une sosie de Bonnie Blue avec des ailes angéliques nommée Tia, attachée au même arbre où Hiraku a trouvé Lu. Après qu'Hiraku l'ait sauvée, elle se guérit magiquement, cache ses ailes et appelle Lu, qu'elle reconnaît, à se rendre, mais les chiens l'attaquent. Effrayé, Hiraku rappelle immédiatement les chiens et ramène Tia à leur ferme. Là, Tia demande à Lu qui est Hiraku pour elle, et elle lui dit timidement qu'il est son mari, laissant Tia choquée. Après cela, Tia se présente à Hiraku comme une ange qui sert les dieux de l'animé. Mais Lu dit à Hiraku qu'elle est juste une maman musclée avec des énormes coussins. Regard désapprobateur. Ensuite, Hiraku demande à Tia pourquoi elle s'en prend à Lu, et Tia dit que c'est parce que Lu a fait une crise et a détruit beaucoup de choses par ennui. Lu soutient que détruire la maison du noble n'était qu'un accident, mais Tia n'est pas d'accord. Finalement, Lu admet sa défaite et dit à Hiraku que Tia était le fort idiot dont elle parlait plus tôt. Puis elle demande à Tia de vivre avec eux à la ferme, promettant qu'elle va adorer, mais Tia n'est pas encore sûre. Néanmoins, Lu montre à Tia leur ferme, lui présente Zabuton, et l'encourage à les aider à récolter des cultures qu'ils ont plantées il y a quelques semaines. Cependant, avant de commencer, Hiraku apprend à Tia comment récolter le chou correctement. Ensuite, il coupe quelques feuilles, les lave, les assaisonne avec un peu de sel et les lui sert pour qu'elle les goûte. Après avoir pris une bouchée, Tia savoure le croquant et la délicieuse saveur, puis retourne les aider à la ferme. Le soir, Hiraku et les filles récoltent une tonne de produits frais et se soignent avec de la magie pour soulager le stress. À la tombée de la nuit, Tia goûte une fraise pour la première fois, savoure le fruit et dit à Hiraku qu'elle s'est amusée à aider à la ferme. En entendant cela, Lu supplie Tia de rester avec eux à la ferme car son corps ne peut pas supporter la viande d'Hiraku seul. Mais Tia est encore hésitante. Au cours des jours suivants, Tia s'habitue lentement à travailler à la ferme d'Hiraku en utilisant sa magie pour les aider de toutes les manières possibles. Un après-midi, alors qu'ils se promènent avec des paniers de récolte sur le dos, Tia demande à Hiraku s'ils peuvent planter plus de fraises, mais Hiraku lui dit qu'il ne peut pas prendre ce risque car il manque actuellement de main-d'œuvre pour entretenir et récolter les cultures. Peu après, Hiraku et les filles rentrent chez eux pour trouver plus de chiots ajoutés à leur portée. Après les avoir caressés, Hiraku réalise que le petit abri qu'il a construit pour eux plus tôt pourrait ne pas suffire pour loger leur grande famille. Alors il construit une plus grande zone pour les chiens à côté de leur verger. Avant longtemps, Tia lui dit qu'elle doit aller quelque part, promet de revenir bientôt et s'envole avant qu'il puisse répondre. Quelques jours plus tard, elle revient avec 7 méchants elfes, les présente à leur nouveau maître et raconte à Hiraku leur triste histoire. Il s'avère que ces pauvres créatures vivaient dans un village au nord jusqu'à ce qu'une guerre avec l'humanité les anéantisse presque tous. Dans la foulée, ils se sont dispersés à travers le pays et vivent comme des nomades depuis, cherchant constamment un foyer. Cela dit, Tia assure à Hiraku que les elfes sont d'excellents travailleurs et l'encourage à envisager de les embaucher. Hiraku suit donc son conseil et les embauche à condition qu'ils s'entendent tous. Une fois cela réglé, Lu présente les filles elfes à tous leurs amis animaux. Mais au lieu de rougir d'admiration, elles deviennent toutes effrayées et s'évanouissent. Au cours des 10 jours suivants, Hiraku travaille avec les elfes, apprenant autant qu'il peut d'eux, et les aide à construire un duplex rectangulaire entièrement fonctionnel avec des commodités de base. Une fois le travail terminé, ils emménagent tous et ici, une visite guidée comprend la salle à manger, le salon, la salle de stockage et les chambres à l'étage. Au fil du temps, les elfes s'habituent à travailler à la ferme et à manger de l'ail cru comme s'ils avaient une querelle avec Dracula. Une fois, pendant que leur chef, Léa, grignote de l'ail cru, Hiraku apprend que les elfes utilisent le feu et mangent de la viande et exprime sa surprise. Il dit à Léa qu'il pensait que les elfes étaient comme des véganes sur Twitter qui détestent les carnivores. Mais Léa se vexe un peu et le rassure qu'ils ne sont pas comme ça. Après les excuses de Hiraku, elle lui dit qu'il prévoit de miner des métaux et de faire de la forge pour lui, et Hiraku lui donne à contre-cœur son accord. Au cours des jours suivants, Léa et ses elfes construisent un énorme four capable de fondre le fer et créent un magnifique wok pour que Hiraku puisse frire des choses. Hiraku est ravi de voir cela et les remercie chaleureusement de leur aide. Mais Lia n'est pas contente car ils n'ont pas de mâle pour leur donner des bébés elfes. Pour éviter les ennuis, Hiraku ignore cette remarque et lui fait un signe de pouce. Le lendemain, une des elfes trouve de la levure et demande à Hiraku si elle peut faire du pain avec la farine de blé qu'il a dans son garde-manger. Après qu'Hiraku lui ait donné la permission, elle crée une variété de pain délicieux que Hiraku et les autres filles apprécient. Pendant le déjeuner, Hiraku demande soudain à Lu si la terre qu'il cultive appartient à quelqu'un. Quand Lu lui dit que c'est techniquement sous le contrôle du seigneur démon, la pauvre fille panique, craignant qu'il ait des problèmes avec sa ferme, mais elle le rassure en disant que tout va bien tant qu'il a construit ses choses brique par brique.
Plus tard dans la nuit, pendant que Léa, Tia et Luz grignotent des tomates, elles discutent de la stupidité surprenante d'Hiraku malgré ses compétences agricoles exceptionnelles. Le lendemain, Hiraku se réveille pour continuer à travailler et découvre que Zabutan a capturé une reine abeille de la taille de sa grosse tête. Il demande si elle va manger l'abeille, mais Zabutan indique qu'elle va plutôt se lier d'amitié avec. À cela, Hiraku construit un abri en bois pour les abeilles, et en 10 jours, la reine et ses ouvrières construisent une ruche à l'intérieur. Un après-midi, après avoir vérifié la ruche, Hiraku creuse un énorme réservoir dans le sol à l'extérieur et part la lie de ses plans pour compléter son aqueduc afin de puiser de l'eau de la rivière vers le réservoir. Leia lui demande alors s'il a fait des progrès significatifs depuis qu'il a commencé. Mais quand Hiraku dit non, elle commence à réfléchir avec lui à un plan de construction efficace. Au départ, Hiraku suggère de construire les canaux en pierre, mais quand Leia lui dit que la forêt n'a pas assez de pierre, il propose d'utiliser du bois à la place. En entendant cela, Lia lui rappelle que l'utilisation du bois est risquée car les espaces pourraient provoquer des fuites. N'ayant pas d'autre choix, Hiraku compacte toute la terre qu'il a creusée pour son réservoir en plusieurs abreuvoirs en forme de U et fait travailler les filles avec lui pendant des jours pour les installer. Une fois l'aqueduc terminé et le réservoir rempli, Hiraku aperçoit quelques petits poissons monstres qui tremblent à l'intérieur de sa porte d'eau. En les observant et en se demandant comment les cuisiner, un bien plus gros se jette sur lui. Mais Hiraku le découpe en 3 médaillons et le fait doucement rôtir au feu. Pendant ce temps, Tia et Lou hésitent à le manger car elles ont peur d'avoir mal au ventre. Cependant, une fois qu'il a fini de cuisiner, Hiraku leur en sert, mais elle lui demande de goûter d'abord. À ce moment-là, Hiraku prend une bouchée, réalise que ça a exactement le goût du saumon et encourage les 2 autres à essayer. Quand elles le font finalement, elles s'émerveillent de son goût délicieux. Ainsi, Hiraku sert les autres filles, conserve le poisson dans du sel et les range. Rapidement, il découvre que le riz qu'il a planté plus tôt est déjà en train de germer et décide de construire une rizière pour les transplanter, car le riz ne peut pas pousser dans un sol normal. Après avoir rassemblé les filles pour aider, il se transforme en Super Saiyan pour leur montrer comment en faire une. Ensuite, il fait tremper leurs adorables jambes dans la boue et replante les pousses de riz de manière ordonnée. Quelques jours plus tard, le riz arrive à maturité et est prêt à être récolté. Hiraku et les filles elfes se mettent donc au travail. En récoltant les tiges, Hiraku les suspend toutes pour les faire sécher et éliminer l'humidité. Quand Léa apprend cela, elle le félicite pour son intelligence, mais Hiraku révèle qu'il sait cela parce qu'il a vu Justin Bieber le faire dans une émission de ferme d'idoles dans sa vie passée. Une fois que les tiges de riz sont suffisamment sèches, Hiraku transforme son outil puissant en un ancien décortiqueur de riz, extrait les grains des tiges et les tamise pour enlever les impuretés. Après plusieurs heures de traitement ennuyeux, Hiraku obtient enfin du riz frais, sec et blanc, et le cuit à la vapeur avec le feu de loup pour en faire du riz de qualité sushi. Une fois le riz prêt, il le roule en boule de riz moelleuse avec des morceaux de poisson salé à l'intérieur et le sert à Léa, Lou et Tia. Au départ, les filles hésitent à manger, mais une fois qu'elles goûtent, elles se remplissent la bouche tout en louant Hiraku comme s'il s'était réincarné avec Gordon Ramsay. À la fin, Hiraku se retrouve sans rien à manger, mais il accepte la perte et continue de travailler dans la rizière. Plus tard dans la soirée, après le travail, Hiraku voit les filles elfes se nettoyer la boue avec magie et décide de construire une salle de bain car il ne peut pas se nettoyer magiquement. Il organise une réunion avec Lou, Lee et Tia, explique ce qu'est une salle de bain, esquisse les schémas de tout le système d'eau chaude et les convainc de le construire avec lui. Plus tard, Hiraku et les filles elfes commencent à construire la salle de bain en bois, mais ils s'inquiètent de devoir déverser leur eau de bain dans la rivière car les poissons là-bas ne peuvent pas payer 50 calaps pour cela. Lorsque les filles l'apprennent, Tia suggère d'utiliser des slimes pour purifier leurs eaux usées. Bien que Hiraku soit dégoûté au début, il laisse Tia s'envoler chercher des slimes, qu'il plonge ensuite dans son canal d'eau usée. Ensuite, Hiraku va chercher du bois pour le bain. Cependant, en cherchant, il trouve des champignons sur une bûche, transforme son outil magique en petit marteau et tape sur 2 autres bûches, priant pour qu'elles portent des champignons. Plus tard dans la nuit, il rassemble toutes les filles devant le bain et leur dit de se déshabiller avant d'entrer. Mais Lee lui demande de leur montrer comment faire. Bien qu'il soit surpris, Hiraku enlève ses vêtements, veillant à cacher ses parties. Puis il entre, se rince le corps et se plonge dans le bain. Pendant qu'il profite de la chaleur, les filles jettent leurs vêtements et le rejoignent, faisant réagir Hiraku. Le lendemain, les chiens d'Hiraku trouvent 5 nouvelles elfes dans les bois et les amènent à la ferme, espérant qu'Hiraku les laisse vivre là. Après les présentations nécessaires, Hiraku leur permet de rester. Presque immédiatement, Léa conduit les filles à commencer à construire leur propre maison, tout en améliorant celle d'Hiraku pour accueillir plus de monde la nuit. Pendant ce temps, le chien principal d'Hiraku, Kuro, commence soudain à raconter son histoire. Apparemment, c'était un loup libre qui ne s'inclinait devant personne,
jusqu'au jour où il a rencontré l'amour de sa vie et s'est fait battre par elle. Après cela, Kuro a voyagé avec sa petite amie, l'a mise enceinte, et a commencé à penser à s'absenter pour du lait. Cependant, avant de pouvoir le faire, un ours grapplé les a battus et laissés avec de graves blessures. Après avoir survécu à l'attaque, Kuro et sa petite amie étaient si faibles qu'ils ont dû quitter leur ancien endroit et se rendre au centre de la forêt. Là, ils ont trouvé leur maître, Hiraku, ont senti le pouvoir illimité émanant de son outil et ont abandonné la vie, pensant qu'il allait les tuer. Cependant, lorsque Hiraku les a nourris et a pris soin d'eux et de leurs chiots, Kuro et sa petite amie ont été si touchés qu'ils ont décidé de faire d'Hiraku leur maître et de se multiplier sous lui. Maintenant que la meute d'Hiraku grandit rapidement, Kuro s'inquiète que les prédateurs de la forêt de la mort, les loups infernaux, attaquent bientôt la ferme. Mais pour l'instant, il décide de profiter de sa vie avec son maître. Au cours des jours suivants, Hiraku et ses compagnons terminent la construction de leur nouvelle maison et se remémorent les difficultés qu'ils ont rencontrées. Ensuite, Léa les emmène en visite et leur montre la salle principale où ils peuvent se détendre. La chambre d'Hiraku, la salle à manger, la cuisine, l'espace de grillade extérieur, la cave, d'autres chambres et même une salle d'amour dédiée pour des sessions nocturnes. Après la visite, Hiraku regarde par la fenêtre en surplombant le chêne, remercie encore Lee d'avoir rendu cette maison possible et installe 2 statues de chiens à l'entrée pour embellir. Peu après, Hiraku rassemble quelques ingrédients et dit à Lou et Tia qu'il va cuisiner un plat qu'elles n'ont jamais essayé, le curry. En voyant combien d'ingrédients Hiraku a besoin, Tia lui demande si le plat sera difficile à préparer. Mais Hiraku se souvient du processus de cuisson du curry et rassure les filles effrayées en disant que ce n'est pas si compliqué. Cela dit, il les emmène dans une partie spéciale de sa ferme où il cultive des épices et explique que son outil puissant lui permet de faire pousser des plantes épicées très sensibles aux saisons. Peu après, il commence à récolter du cumin et dit à Lou que c'est un arôme qui donne au curry son odeur caractéristique. Après que Lou l'ait senti, il récolte quelques racines de curcuma et leur demande de les faire sécher avec magie. Ensuite, il leur montre de la coriandre, puis du cilantro, l'herbe au parfum de savon, et apprend bientôt que son odeur éloigne les chiens, laissant Tia et Lou intrigués. Peu après, Hiraku récolte du piment de Cayenne et du poivre noir et retourne à l'espace de grillade pour commencer à cuisiner, seulement pour découvrir par Léa que Tia et Lou hésitent à l'aider. Néanmoins, lui et Léa commencent à cuisiner en chauffant de l'huile et en faisant dorer la viande pendant qu'Hiraku réduit les épices en poudre. Une fois la viande cuite, ils ajoutent le cumin pour en faire ressortir l'arôme, puis font revenir des oignons, du gingembre et de l'ail finement haché, avant d'ajouter des tomates, avec un mélange d'épices et du sel. Ensuite, ils mélangent le tout, remettent la viande dans le wok et couvrent pour laisser mijoter quelques minutes. Avant longtemps, Hiraku se rappelle qu'il doit encore faire du nain pour le curry, alors il prépare rapidement de la pâte, demande à Léa de l'étaler avec un rouleau, puis la colle sur le côté de son wok pour la rôtir. Plus tard dans la soirée, Hiraku rassemble toutes les filles de son harem, leur sert un bol de curry avec 2 tranches de nan, leur apprend à le manger et les regarde s'illuminer en se régalant comme des vaches grasses. Après avoir mangé, Hiraku réalise qu'il n'y a plus rien pour lui, mais il mange le dernier morceau sans se plaindre. Quelques semaines plus tard, l'hiver approche. Hiraku rassemble donc autant de bois de chauffage et de literie que possible, tandis que Lia et les elfes se concentrent sur la construction. Tia et Lou utilisent leur magie pour conserver la nourriture pour le froid à venir. Après avoir supervisé leur travail, Hiraku construit une boîte étrange avec des compartiments en haut pour stocker les légumes pour l'hiver. Il explique que le dispositif fonctionne en mettant les légumes dans le compartiment supérieur et en les recouvrant d'une couche de neige afin que pendant l'hiver, le compartiment inférieur vide collecte l'eau de la neige fondue pour garder les légumes secs. Juste à ce moment-là, il voit Lou réchauffer de la viande avec magie, se sent un peu amer de ne pas pouvoir utiliser la magie lui-même et essaie de lancer un sort, mais échoue. Cette nuit-là, il rencontre Lou en secret. Trauma lui déverse son manque de magie et se dévalorise. Lou lui assure qu'il est incroyable d'avoir survécu si longtemps dans cette forêt mortelle. Cela rend Hiraku plus joyeux. Quelques jours plus tard, l'hiver arrive et Hiraku et ses filles restent enfermés dans leur grande maison. Pour s'amuser, Hiraku sculpte plusieurs jeux de société en bois, comme le riversi, les échecs et le mahjong, et enseigne d'abord le riversi aux filles. Amusé par la facilité du jeu, Lou défie Tia à une partie de riversi et Tia accepte avec joie. Rapidement, Tia prend l'avantage en verrouillant tous les pions de Lou. Cependant, Lou ne veut pas admettre sa défaite, alors elle retourne le plateau pour détruire le jeu, prétendant que sa main a glissé, tandis que Tia réorganise magiquement les pions avec une précision incroyable. Alors que le jeu devient chaotique, Hiraku s'éloigne dans une autre pièce et trouve Kuro jouant aux échecs correctement avec un autre chien. À sa grande surprise, Kuro bat son adversaire et l'envoie dans un coin. Juste après, Blue arrive et défie Kuro aux échecs.
Hiraku essaie immédiatement de la prévenir, mais Lou l'ignore et se fait battre si sévèrement qu'elle tombe dans la dépression. Désolé pour elle, Hiraku défie Kuro avec Lia à une partie de Mahjong pour se venger, convaincu que Kuro ne comprendrait pas un jeu si complexe. Cependant, avant qu'il ne s'en rende compte, Kuro le bat, ainsi que Lia et une autre elfe, le laissant dévasté. Quelques semaines plus tard, Hiraku construit une piste de bowling pour s'amuser et la teste, ne faisant tomber que 8 quilles. Après avoir appris aux filles à jouer, elles enchaînent les strikes, ce qui rend Hiraku un peu jaloux. Mais au final, elles profitent de l'hiver en se détendant et en mangeant de bons plats chauds. Au printemps, Hiraku, Lou et Tia se réveillent un matin pour commencer leur saison de plantation. Cependant, alors qu'ils s'apprêtent à le faire, Zabuton sonne l'alarme. Ils entendent alors une musique menaçante en arrière-plan et aperçoivent un dragon incroyablement puissant approchant de leur ferme à grande vitesse avec une intention meurtrière. Après un énorme rugissement, le dragon tire une immense boule de feu sur toute la ferme. Mais Lou et Tia dressent une barrière défensive pour la bloquer. Ensuite, Lia et les elfes se précipitent pour éteindre les petits feux qui ont pris sur la ferme. Mais au fond de lui, Hiraku sait que s'il ne stoppe pas le dragon une bonne fois pour toutes, ils sont cuits. Juste à ce moment-là, poussé par son désir de protéger tout le monde, l'outil tout-puissant se transforme en une lance légendaire, qu'Hiraku lance immédiatement sur le dragon. Quand il la bloque, Hiraku lance une autre lance, qui cette fois touche le dragon à la poitrine et le fait tomber, laissant Tia et Lou sous le choc. Peu après, Hiraku et ses filles suivent le corps du dragon jusqu'à l'endroit où il est tombé. Là, Hiraku pose quelques questions aux filles pour s'assurer que le dragon agissait seul et n'était pas envoyé par un ennemi. Après confirmation, il ramène le dragon chez lui, le panse, le cuit à la vapeur et le mijote en de magnifiques steaks saignants. En mangeant, Lou demande à Tia si elle aurait pu bloquer l'attaque de lance d'Hiraku plus tôt, mais Tia lui assure qu'elle serait morte, laissant Lou en admiration devant la puissance d'Hiraku. À plusieurs milliers de kilomètres dans le royaume démoniaque de Galgardo, 3 généraux du seigneur démon, Bizel, Randon et Gratz, se réunissent au château du seigneur démon pour discuter du dragon qu'Hiraku a abattu. Au début, ils pensent tous que c'est une blague, mais lorsque Bizel confirme que l'histoire est vraie, Randon et Gratz tremblent de peur devant Hiraku et envisagent de démissionner. Dans un autre repère mystérieux, un type mystérieux nommé Gucci discute de l'incident Hiraku avec son maître dragon, Draim. Bien qu'il reconnaisse Hiraku comme une menace, il décide de rester discret pour éviter tout conflit. Le lendemain matin, Hiraku décide de transformer les raisins de son verger en vin. Il appelle les filles, leur fait récolter les raisins et construit un cuvier pour qu'elles écrasent les fruits pendant qu'il se tient près du robinet pour changer les fûts une fois pleins. Après plus de préparation, il demande aux filles de marcher sur les raisins en cercle. Mais comme leur mouvement est si désynchronisé, elles finissent par tomber. Pour résoudre cela, les elfes chantent une chanson à laquelle elles peuvent toutes danser pour garder le rythme. Et cela fonctionne si bien que Lou et Hiraku se laissent entraîner dans le fun. Plus tard dans la soirée, après avoir rempli les 16 fûts de jus de raisin et de peau, Hiraku commence à se plaindre qu'ils ont fait trop de vin. Mais les filles lui assurent qu'une fois le jus complètement fermenté, elles le boiront tout. À peu près à ce moment-là, la déesse de l'agriculture rencontre le dieu de l'animé qui a réincarné Hiraku et le critique pour avoir ruiné la première vie d'Hiraku. Effrayé, le dieu anime la supplie, affirmant qu'elle lui a aussi permis de le faire. Mais comme la lance est connue pour drainer la vie de son utilisateur jusqu'à la mort, la déesse perd son calme. Elle le rabroue à nouveau pour avoir laissé Hiraku ériger une si laide statue d'elle et condamne le pauvre gars à 300 années de plus dans les limbes. Quelques jours plus tard, Hiraku trouve la sœur vampire plus jeune de Lou, Flora, attachée au même arbre qu'à l'époque, et l'emmène à la ferme. Après s'être présentée, Flora le rabroue discrètement pour avoir l'air si faible, mais Lou la rassure en disant qu'Hiraku est bien plus fort qu'elle ne le pense, alors elle s'excuse pour son comportement impoli. Peu après, Hiraku prépare un grand dîner pour Flora afin qu'elle se sente plus chez elle, et elle se régale sans hésitation. En mangeant, elle demande à Hiraku ce que sont les trucs blancs flottant dans sa soupe, et Hiraku lui dit que ça s'appelle du tofu, pas ce à quoi elle pensait. Ensuite, il lui parle un peu plus des autres assaisonnements, comme le miso et la sauce soja, et des micro-organismes responsables de la fermentation. Impressionnée, Flora note l'information sur sa tablette magique holographique et part le lendemain pour répandre l'évangile du miso et de la sauce soja dans le monde. Un mois plus tard, elle revient avec une armée de belles servantes demi-humaines et quelques vaches qu'elles peuvent traire pour faire du beurre et du fromage. Pendant qu'Hiraku interagit avec elle, Tia réalise soudain qu'elle est la seule ange présente. Elle s'absente donc pendant quelques semaines et revient avec ses subordonnés, des hommes lézards, et une poule pour commencer leur élevage de volailles, ce qu'Hiraku apprécie beaucoup. Au cours des jours suivants, Hiraku réalise que les servantes de Flora sont des demi-ogres et très efficaces pour les tâches ménagères, mais un peu nulles en cuisine. Sachant cela,
il essaie de leur enseigner plusieurs méthodes de cuisine qu'il connaît. Mais quand vient le moment d'essayer, elles finissent par cuisiner une énorme pâte de lapin monstrueuse, peu appétissante. Pendant ce temps, Tia rassemble ses subordonnés et leur demande de patrouiller leurs frontières pour détecter des menaces, tandis que les hommes lézards s'attaquent à des travaux nécessitant de la force à l'extérieur, ce qui rend les choses beaucoup plus rapides. Cependant, juste au moment où Hiraku pensait que son petit village avait atteint sa population maximale, Léa amène d'autres elfes femelles qu'elle a trouvées dans les bois et les lui présente. En les voyant, Hiraku demande pourquoi il n'y a pas d'elfes mâles parmi eux. Léa lui dit que tous les mâles ont été anéantis, mais elle le rassure en disant qu'ils peuvent toujours en faire plus, et Hiraku leur souhaite bonne chance. Quelques jours plus tard, Hiraku rassemble Tia, Lia, Lou et tous les autres représentants des races de son village pour une réunion, et leur dit qu'il veut trouver un nom pour leur village, étant donné leur taille déjà importante. En entendant cela, Liu suggère de le nommer d'après lui, mais Hiraku leur dit que ce serait gênant. Pour continuer, une servante suggère de le nommer d'après la forêt, ce qui donnerait l'impression d'un village de la mort. Mais Hiraku déconseille cela, car ce serait trop évident. Alors qu'ils manquent tous d'idées, Zabutan fait signe à Hiraku d'ouvrir la porte d'entrée du bâtiment pour s'inspirer. Quand il le fait, il voit l'arbre à l'extérieur et décide finalement de nommer le village du grand arbre, ce que tout le monde apprécie. Au crépuscule, il organise une grande fête autour d'un feu de joie, avec toutes les boissons nécessaires pour célébrer le nom de leur village. Alors que la fête commence, ses citoyens commencent à l'appeler maire, et Tia et Lou l'encouragent à revendiquer ce titre pour lui-même, ajoutant qu'il le mérite. Après 2 heures de fête, Tia se saoule avec Lou et fait signe à Hiraku de s'asseoir près d'elle. Quand il le fait, elle le rassure en disant qu'ils passent tous un bon moment là-bas. Après toute cette conversation, le duo ivre porte un toast au succès de leur village et continue de profiter de leur fête. Quelques jours plus tard, alors qu'Hiraku et ses citoyens accomplissent leur routine quotidienne, un des anges de Tia rapporte qu'un messager du royaume démoniaque est arrivé pour voir Hiraku. Hiraku se précipite donc à l'entrée pour les accueillir. Après s'être présenté comme maire, le messager, qui s'avère être Bizel, lui présente un ancien médicament de luxe et un message du seigneur démon cherchant à discuter de l'état de leur village. En entendant cela, Hiraku soupçonne immédiatement que le seigneur démon essaye de revendiquer leur terre comme son territoire. Pour éviter de paraître hostile, il propose de payer 10% de leur récolte en tant qu'impôt si le seigneur démon les laisse continuer à vivre sur sa terre. Pour une raison étrange, Bizel accepte immédiatement. Hiraku l'emmène donc à leur ferme, signe un contrat d'accord et renvoie poliment Bizel à sa base avec un cadeau d'adieu. Peu après, Lou et Tia félicitent Hiraku d'avoir fait signer à Bizel un contrat fiscal à un taux de 10% alors qu'il devrait normalement être de 50 ou 60%. En outre, le fait que le seigneur démon ne collecte des impôts qu'une fois par an signifie qu'ils ne peuvent pas mesurer avec précision ce qu'ils produisent, ce qui est très important pour eux. Au crépuscule, Bizel retourne au château du seigneur démon et dit à Randon et Gratz qu'Hiraku se soumet à leurs forces militaires, même après avoir abattu un dragon. Alors que le duo est presque paralysé par la peur, Bizel admet qu'il n'avait pas le choix que d'accepter leurs conditions, car Taya et Lou, toutes deux incroyablement puissantes, et une armée entière de personnes fortes, étaient du côté d'Hiraku. Cela dit, il leur parle du cadeau d'adieu qu'Hiraku lui a donné, mais Gratz l'ouvre pour trouver 6 pommes à l'intérieur et en mange une sans se soucier. Tout en profitant, Bizel aperçoit aussi un morceau de tissu fabriqué par Zabuton, une araignée démoniaque, et l'idée qu'ils aient cela pousse Randon à se lever pour démissionner. Quelques jours plus tard, Draymond et Gucci arrivent à la ferme pour faire connaissance avec leurs voisins et présentent une épée élégante pour commémorer leur visite. Après avoir accepté leur salutation, Hiraku dit à Gucci qu'il souhaite les inviter à l'intérieur. Mais la taille de Dream rend cela difficile. Alors Gucci fait rétrécir Dream en forme humaine et se présente. Plus tard dans la nuit, Dream se saoule avec l'alcool de Hiraku et commence à faire le fou. Mais pour ne pas se ridiculiser devant leur hôte, Gucci le fait revenir sous sa forme de dragon et les ramène chez eux. Le lendemain matin, Hiraku rencontre Léa et une autre elfe nommée Lalasha et leur demande de l'aider à construire une maison d'hôtes pour 4 personnes. Bien qu'ils acceptent, Lee conseille d'en faire une pour 30 personnes car il pense que des groupes plus grands vont bientôt arriver et Hiraku leur donne son accord. Pendant que les elfes construisent la maison, Hiraku réalise à quel point les anges de Tia et les hommes lézards traitent durement leurs invités. Pour résoudre cela, il demande à Léa de fabriquer une cloche pour Zabutan afin qu'elle sonne uniquement lorsque des invités arrivent. Ensuite, Hiraku suggère que lui, Tia et Lou accueillent leurs invités à partir de maintenant. Mais lorsque les servantes et les hommes lézards protestent, il finit par ajouter quelques hauts elfes, servantes et hommes lézards à son groupe d'accueil. Quelques semaines plus tard, un petit groupe d'hommes bêtes d'un village voisin, dirigé par un homme bête nommé Garf, se présente et dit à Hiraku qu'il souhaite établir des relations commerciales.
Avant que Hiruku puisse répondre, Blue s'avance et demande à Garf si c'est tout leur groupe. Quand Garf lui dit que oui, elle expose les deux autres petits cachés derrière eux et lui avertit de bien se comporter, ou ils seront transformés en fromage humain. Après l'altercation, Hiraku accueille les hommes bêtes, mais Tia et Lou les enferment tous dans la maison d'hôte, le laissant choqué. Lorsqu'ils demandent pourquoi, elles lui disent que c'est parce qu'elles ne font pas confiance à leur coup précédent, et aussi parce qu'ils n'ont apporté aucun cadeau, ce qui est très mal vu. À cause de cela, les filles servent aux hommes bêtes de la nourriture de mauvaise qualité et peu de vin. Et bien qu'Hiraku comprenne leur situation, il veut quand même les traiter avec gentillesse. Pendant que les hommes bêtes mangent, Hiraku demande à Garf de lui parler de son village. Garf dit que c'est un très petit village spécialisé dans l'exploitation minière et la chasse, avec environ 100 résidents hommes bêtes et qu'il existe depuis environ 500 ans. Il demande à Garf comment il a entendu parler de leur village, et Garf répond qu'un des gens du Seigneur Démon lui a dit. Pendant ce temps, Tia demande à un autre homme bête qui profite de sa boisson pourquoi ils ont laissé 2 traînards dehors, et le gars lui dit que c'est parce qu'ils avaient besoin de messagers pour faire rapport au village au cas où Hiruku serait hostile, ce qui satisfait Hiruku. Le lendemain, Hiruku appelle Garf pour une réunion afin de rédiger un accord commercial. Mais avant de faire cela, ils discutent logistique et concluent que les hommes de Hiruku se rendraient dans leur village pour faire des échanges. Une fois cela réglé, le duo discute davantage, et Hiraku accepte de donner des denrées alimentaires au village de Garf en échange de verrerie, d'argenterie et de métallurgie. Après la négociation, Garf s'excuse auprès de Hiraku à la porte de sortie de ne pas avoir apporté de cadeau, supplie Hiraku d'accepter ce que son pauvre village aura pour lui la prochaine fois, et s'en va avec ses hommes. Quelques jours plus tard, Dream arrive et propose de voler Tia et quelques autres vers le village de Garf pour leur premier échange en échange d'un fût de vin. Et Hiruku l'autorise, puisque Dream est maintenant leur visiteur régulier. Quelques heures plus tard, Tia et les autres arrivent au village de Garf, complètent l'échange et retournent à la ferme pour dire à Hiruku comment elle a fait en sorte que Garf et son peuple apprécient leur nourriture. Ensuite, elle dit à Hiruku que le maire souhaite envoyer 20 jeunes femmes bêtes pour venir vivre avec eux, mais pour éviter de manquer de ressources pour nourrir ces femmes chaque nuit. Hiruku dit qu'il n'acceptera que si le maire envoie au moins 2 jeunes hommes avec elle. Quelques jours plus tard, les femmes bêtes arrivent, ayant l'air timides, effrayées et abattues, pensant qu'Hiraku les maltraiterait. Après avoir promis de bien les traiter, Hiraku découvre bientôt qu'elles ont amené 3 petits garçons au lieu d'hommes et s'affole. Une fois calmés, il les présente à son responsable du logement, Lamelias, qui les aide à s'installer dans leur chambre et leur environnement. Quelques jours plus tard, Hiraku aperçoit l'une des femmes bêtes, Sena, utilisant de la magie pour empêcher l'un des petits garçons de tomber, et demande à Tia s'il est le seul dans leur village à ne pas pouvoir utiliser de magie. Quand Tia lui dit que les elfes, les hommes lézards et même leurs animaux de compagnie peuvent utiliser de la magie de base de l'eau et du feu, il se sent un peu déprimé et retourne à la récolte des pommes. Juste à ce moment-là, un fort tremblement de terre secoue tout le village, et l'un des anges signale qu'un ours grappleur et un serpent à sonnette ensanglanté, 2 monstres énormes, se battent à proximité. En entendant cela, Hiraku demande à Tia de le faire voler vers le champ de bataille. Lorsqu'ils arrivent, Hiraku demande à Tia de le faire passer à toute vitesse devant les monstres en train de se battre, puis il les élimine tous les deux en moins d'1 seconde. Ensuite, Hiraku demande aux hommes lézards de traîner les carcasses jusqu'à leur village, découpe quelques steaks de qualité et prépare une soupe d'ours grappleur braisée au vin, seulement pour découvrir que la viande a un goût de gibier. Ensuite, Hiraku demande aux hommes lézards de traîner les carcasses jusqu'à leur village, découpe quelques steaks de qualité et prépare une soupe d'ours grappleur braisée au vin, seulement pour découvrir que la viande a un goût de gibier. Ensanglanté, et le goûte avec les filles, mais cette fois, c'est délicieux. Après le déjeuner, Hiraku visite le laboratoire de Flora et demande des antibiotiques. Après qu'elle lui ait donné, Hiraku demande comment se passe leur production de miso. Cependant, Flora lui dit que même après avoir suivi toutes ses instructions, elle n'arrive pas à le faire fermenter. En entendant cela, Hiraku promet de l'aider la prochaine fois. Il prend ensuite 3 œufs de leur volaille, retourne au laboratoire, les casse dans un bol, ajoute quelques ingrédients et mélange le tout jusqu'à obtenir de la mayonnaise. Après cela, il passe à la production de miso avec de la farine à côté de lui, en faisant mijoter des fèves de soja qu'il avait préalablement trempées dans l'eau et en les broyant. Ensuite, Hiraku transforme son outil en cuillère, crée du koji, mélange avec du sel, forme des boules, les emballe dans des fûts et les stocke au sous-sol pour faire du miso. Juste après, Lou arrive et lui dit qu'un groupe de nains est là. Tia leur dit tout de suite qu'ils ne peuvent pas donner leur vin gratuitement. Mais comme ils n'ont pas d'argent, Donovan demande à Hiraku de les laisser vivre dans son village et, en échange, ils utiliseront leur savoir-faire pour transformer ces récoltes en alcool. Une fois qu'ils ont fini, Hiraku goûte le whisky clair et est si surpris de sa force qu'il les engage comme brasseurs du village. Plus tard dans la nuit, il organise une fête de bienvenue pour les hommes bêtes et les nains.
Pour éviter d'avoir des ennuis, le bizarre Donovan dit qu'il n'aime pas les femmes jeunes. Au contraire, il les préfère avec des barbes et des poils aux jambes, comme ce type épicé dans chaque classe de lycée. Le lendemain matin, un dragon hostile fonce vers le village. Mais alors qu'Iraku invoque sa lance dorée pour le tuer, Draime arrive et repousse le dragon en plein vol. Peu après, un autre dragon rejoint le combat. Mais cette fois, Iraku lance sa lance, mais le dragon l'esquive. Alors qu'il s'apprête à en lancer une autre, Gucci arrive et lui demande d'arrêter, affirmant que les dragons ne sont pas ses ennemis. Quelques minutes plus tard, les 3 dragons reprennent forme humaine et Draime présente les 2 dragons comme sa fille, Lasti, et sa femme, Grafaloun. Entendant cela, Draime s'énerve et leur demande s'ils pensent qu'un lâche comme lui peut avoir une liaison. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Iraku s'excuse pour plus tôt. À cela, Draime l'arrête et demande à sa femme et sa fille de s'excuser à la place. Après cela, Iraku les laisse travailler et Draime dit à sa famille qu'ils doivent être en bon terme avec Iraku car il a le pouvoir militaire de les anéantir. Réalisant qu'il a raison, Grafaloun demande à Lasti de vivre dans le village d'Iraku pour s'assurer qu'ils ne deviennent jamais ses ennemis. Peu après, Lasti se présente à Iraku et essaie de l'aider à récolter des cultures, mais sa force écrasante est trop pour les fruits. Même en essayant doucement, elle éternue et provoque une explosion, laissant Iraku et Tia tristes. Lors d'une négociation, Lasti modifie quelques conditions de leur contrat pour convenir à Iraku. Mais le pauvre Biesel avait tellement peur d'elle qu'il a immédiatement accepté et l'a envoyé avec des fruits et légumes différents de ce qu'il avait commandé. Le lendemain, il rencontre sa fille, Floram, lui parle du village d'Iraku et lui demande d'infiltrer et d'enquêter discrètement sur leurs forces militaires. Après la réunion, Floram se rend au village et est accueilli par Lasti. Peu après, Lasti lui fait visiter la ferme, mais au fond, Floram trouve étrange qu'elle fasse quelque chose d'aussi basique. Avant longtemps, Tia arrive pour informer Lasti que quelqu'un du village de Garf vient d'arriver. Après cela, elle visite les bois, aperçoit la meute de loups infernaux et d'araignées démoniaques patrouillant et sent immédiatement sa confiance en tant que magicienne s'évaporer. Peu après, alors qu'elle essaye de comprendre qui est vraiment le maire, Iraku passe devant elle. Quelques jours plus tard, Iraku et les filles découvrent un slime rouge ivre dans un fût de vin qui était plein. Et ils concluent rapidement que la petite chose sournoise a tout bu. Étant donné combien elles aiment leur alcool, les filles s'énervent et demandent à Iraku de le détruire. Quelques semaines plus tard, l'automne arrive, et Iraku passe la plupart de son temps à manger de délicieuses soupes avec de la viande et des champignons avec ses amis. Lors d'un dîner, il mentionne quelque chose sur le fait d'obtenir des fruits de mer, et cela intrigue tellement les filles qu'elles lui demandent immédiatement d'expliquer ce que cela signifie. Finalement, Flowworm comprend le point de Iraku et propose de commercer avec une ville portuaire du royaume démoniaque. Après en avoir discuté, Lasti, Flora, Lou et Flowworm s'envolent vers la ville pour négocier un accord commercial. Après les présentations, Michael montre toutes les variétés de poissons qu'il a apportées pour Iraku et promet de lui apporter le kombu qu'il a demandé. Il énonce ensuite les 3 objectifs principaux de leur accord. Remarquant la confusion de Iraku, Michael lui promet de lui donner bien plus de valeur pour ses récoltes s'il l'engage comme intermédiaire, puis montre son catalogue à Tia et Lou. À l'annonce de leur arrivée, Michael voulait d'abord les renvoyer car leur approche était immature. Mais son instinct de marchand le pousse à changer d'avis et il va les voir. Après avoir vu les fruits juteux et chers qu'ils lui ont apportés, il décide immédiatement de faire affaire avec eux et fait emballer leur meilleure prise du jour. Le lendemain, un dragon blanc apparaît et met le feu à une partie de la forêt pour défier Iraku. Voyant cela, Iraku le frappe avec sa lance légendaire et le regarde s'écraser dans les bois. Confus, Iraku lui demande pourquoi elle les a attaqués, mais alors qu'elle cherche un mensonge, Dream arrive et la présente comme sa sœur aînée. Furieux, Iraku lui attrape la tête, lui dit de ne plus causer de problème et la force à nettoyer son désordre. Au crépuscule, Akuren et Dream
mangent et boivent un moment. Mais Hiraku n'est pas sûr de ce qu'il doit parier, alors il décide finalement de jouer au Mahjong Strip. Après 1 heure de jeu, Hiraku perd si mal qu'il est déjà à moitié dénudé. Pendant ce temps, Bizel tient une réunion avec Gratz et le seigneur démon Galgado, leur annonçant que Lasti, un dragon redouté, a rejoint le village de Hiraku. Un après-midi, 3 filles Lamia, dénudées jusqu'à la taille, arrivent au village avec des pierres précieuses et demandent à Hiraku de sauver leur vie des loups infernaux. Plus tard dans la nuit, 3 petits nobles du royaume démoniaque rencontrent la fille de Galgardo, Yuri, et lui mentent sur Floram, convainquant de l'envoyer attaquer le village. Réaliser qu'elles n'ont aucune chance contre lui la rend folle, mais Bizel explique que Galgardo est trop idiot pour arrêter sa fille. Le lendemain, Floram fait secrètement peur aux troupes de Yuri avant qu'elles n'atteignent le village et parvient à les renvoyer. Pour rester discrète, elle dit à Yuri de ne pas s'attendre à un traitement de princesse ici. À sa surprise, Yuri accepte avec joie. Lors de la visite des vergers, les 3 idiots commencent à parler des fruits raffinés que leurs esclaves leur servaient dans le royaume, ce qui agace Léo, mais Floram les foudroie du regard. Après la visite, alors que Floram présente Yuri à Lasti, les 3 idiots réalisent qu'ils seront la risée s'ils restent trop longtemps au village. Au cours des jours suivants, ils essaient de s'échapper, mais se font attraper par les animaux d'Hiraku à chaque fois. Finalement, ils admettent leur défaite et décident de travailler sous Florim comme son assistance. Un jour, Yuri voit Florim caresser un des loups d'Hiraku et demande si c'est vraiment acceptable. Après lui avoir assuré que oui, Florim apprend à la princesse à jouer à attraper avec les loups et Yuri trouve ça amusant. Peu après, Yuri commente l'état paisible du village et s'excuse auprès de Florim d'avoir voulu amener la guerre et le conflit. Après avoir accepté ses excuses, Floram lui demande pourquoi Yuri ne l'a pas écouté quand elle les a avertis de ne jamais se battre contre le village. Et Yuri répond que c'était parce qu'elle avait peur que Floram soit en danger. Ému, Floram s'excuse d'être un tel fardeau, promet de tenir Yuri au courant la prochaine fois et retourne à la salle à manger pour le dîner. Le lendemain, Yuri force ses 3 amis idiots à rejoindre les Beast Boys pour récolter les cultures dans les champs. Après une récolte abondante, ils préparent un bon déjeuner et s'amusent à l'ombre. Plus tard dans la journée, Bizel arrive pour ramener Yuri au royaume. En leur disant au revoir, elle apprend des 3 idiots qu'ils prévoient de rester pour continuer à manger toute leur nourriture et aider les autres, leur souhaite bonne chance et part avec Bizel. Quelques jours plus tard, Bizel se présente devant Galgardo, qui se plaint du comportement étrange de sa fille depuis son retour, et dit au vieil homme qu'elle est sûrement en train de grandir. En entendant cela, Galgardo s'effondre, pensant qu'elle est tombée amoureuse. Mais Bizel, qui en a assez de la stupidité de son patron, lui conseille simplement de ne pas détruire la vie de sa fille et le traîne à sa prochaine réunion. Quelques semaines plus tard, le village d'Hiraku commence sa récolte de pré-hiver et finit par récolter beaucoup plus de produits que prévu. Comme ils n'ont littéralement nulle part où stocker l'excédent, Hiraku décide de le donner aux parents dragons d'Hiraku. Au cours des jours suivants, Hiraku demande à Lasti de donner de la nourriture à la ville portuaire avec laquelle ils échangent. Pendant ce temps, elle aide la ville portuaire à abattre un monstre marin qui les tourmente et ramène la carcasse chez eux comme viande. Peu après, Hakurin se rend également au nord pour voir sa famille et revient quelques jours plus tard avec un groupe d'elfes des montagnes sombres qui souhaitent vivre dans le village d'Hiraku. Après une introduction maladroite, Hiraku promet aux filles qu'il les accueillera et leur construira un endroit où rester, ce qui les rend si heureuses qu'elles essaient de rembourser Hiraku en l'aidant à chasser des animaux sauvages, mais échouent à chaque fois. Finalement, leur leader, Yu, abandonne et s'excuse auprès d'Hiraku d'être inutile, mais Hiraku l'encourage à d'abord se protéger. Ensuite, Hiraku lui montre la poterie qu'il essaie de créer avec le sable autour de son village. Mais quand il essaye de la sécher dans son four improvisé, elle se casse. Voyant cela, Yu propose immédiatement de l'aider à trouver de l'argile de haute qualité pour faire de la poterie dans les montagnes. Peu de temps après, Ya revient avec de la bonne argile et Hiraku finit par faire de la bonne poterie. Pas longtemps après, il apprend des elfes supérieurs que les loups ont trouvé un autre donjon très différent de celui où vivent les Lamia. Il décide donc d'envoyer une équipe d'exploration pour évaluer le niveau de danger. Pendant leur absence, il termine le bain public pour hommes et prend un bain avec les garçons du village, sans savoir que Floram vient juste de capturer et discipliner les 3 idiots qui essayaient de s'introduire pour le faire craquer. Quelques jours plus tard, l'équipe d'exploration revient de son expédition dans le donjon, informe Hiraku de la vipère de sang qu'ils ont trouvée là-bas et conseille de l'abattre pour sa viande. Mais Hiraku leur demande d'en discuter d'abord.
Quelques semaines plus tard, alors que l'hiver commence, Hiraku trouve Lu malade dans sa chambre avec Tia et Sena à ses côtés et discute des symptômes de sa maladie avec elle. Après avoir confirmé quelques détails, Sena et Tia réalisent immédiatement ce qui se passe et disent à Lu qu'elle est enceinte du bébé d'Hiraku. Quelques mois plus tard, Hiraku se réveille un matin pour voir sa femme enceinte, Lu, l'accueillir à l'entrée de leur maison. Après un rapide sourire, il se souvient à quel point le village était joyeux après avoir appris sa grossesse et lui demande si ça va, mais Lu lui assure qu'elle se porte plutôt bien. Peu après, il retrouve le chef de leur armée de servantes, Anne, pour discuter de la gestion des tâches et découvre bientôt que le slime bizarre s'est glissé dans la zone de stockage de nourriture la nuit précédente et a bu un baril entier de vin. Bien qu'ils sachent qu'ils ont caché le baril, sachant que le slime le retrouverait, Anne suggère de punir le slime, mais Hiraku refuse poliment. Peu après, il descend pour prendre son petit déjeuner. Mais en le faisant, il aperçoit la pauvre Flora qui s'agite mal pour ne pas avoir réussi à produire du miso à la hauteur des attentes d'Hiraku et la caresse. Une fois qu'il a fini de manger, Hiraku laisse le deuxième groupe de personnes prendre leur petit déjeuner et se plaint de la paresse de Hakuren. Ensuite, un des anges de Tia rapporte un certain incident que Kuro et les chiens ont eu avec des lapins monstres. Bien qu'Hiraku apprécie le travail acharné, il se rappelle à quel point les anges sont paresseux quand ils ne sont pas de service, mais décide tout de même de leur laisser un peu de répit. Peu après, il termine son petit déjeuner et passe au travail des champs. En le faisant, il aperçoit des insectes noirs bizarres sur les feuilles de ses plantes, les lave avec un arrosoir fait de son outil agricole et prend un moment pour apprécier ses progrès. À midi, Hiraku fait une pause déjeuner avec les filles et se souvient de leur peur initiale de manger. Ensuite, Léa et Tia arrivent avec des rapports similaires, mais Hiraku les résout facilement et retourne à ses champs pour planter quelques fleurs avec son outil. Juste après, il fabrique des meubles, des jouets et des épées en bois pour que tout le monde puisse en profiter. Hiraku décide de s'entraîner, il prend une épée en bois et essaie de frapper un mannequin, mais se fatigue vite. Peu après, il aperçoit Yann avec un couteau de lancer, le récupère et essaie de lancer quelques coups. Mais la lance détruit le mannequin. Plus tard dans la nuit, Anne sert à Hiraku et Lu de la viande de lapin de monstre mijotée avec une sauce au miel, disant qu'elle a cuisiné cette combinaison étrange pour ne pas gaspiller. Malheureusement, c'est aussi agréable que de manger un steak bien cuit. Juste après le dîner, Floram apporte une lettre de Yuri à Hiraku, demandant plus de pommes et une nouvelle robe faite par Zabuton. Peu après, il prend son bain du soir, loin de ses filles ennuyeuses, et retourne dans sa maison principale. En chemin, il trouve plusieurs de ses filles qui l'espionnent, mais il les ignore et va se coucher. Lors de sa visite, Donovan fait goûter à Hiraku un alcool de mauvaise qualité. Après l'avoir goûté, Hiraku le complimente, mais Donovan lui assure que c'est un alcool qui brûle la gorge. En entendant cela, Hiraku retourne dans son verger. Mais alors qu'il réfléchit à comment augmenter les récoltes, Sina arrive en courant pour signaler qu'un homme étrange est arrivé au village. Mais alors qu'il se demande d'où vient ce loser, Lu apparaît soudainement et reconnaît le gars comme le vampire ancêtre, Varg. Une fois cela réglé, Hiraku emmène Varg à la maison d'hôte. Mais Varg explique qu'il a l'air jeune et idiot parce qu'il réinitialise ses souvenirs avec magie tous les 200 ans. Ensuite, Varg admire les statues de dieux animes sous le grand chêne. Il ajoute qu'il est obsédé par la sculpture de la statue parfaite pour vénérer le dieu qui l'a créé, mais rien ne semblait fonctionner. Désolé pour lui, Hiraku promet de lui en faire une nouvelle. Après cela, il dit au revoir à ses nouveaux amis, souhaitant à Lu une naissance en bonne santé. Puis il remercie Hiraku d'être un vrai homme et retourne à son château. En chemin, Varg lui demande de déplacer leur ancienne statue pour faire place à la nouvelle, et il s'exécute. Après avoir installé la nouvelle, Varg et son serviteur vénèrent les statues. Après avoir déplacé le piano dans la salle à manger du village, les trois idiots essaient de jouer du piano dans le dos d'Hiraku et de Lu, mais ils renoncent à la dernière minute. Une fois arrivés, les filles s'amusent à jouer et finissent par entraîner les servantes, ainsi que les anges et les elfes. Quelques mois plus tard, l'été arrive et Hiraku et ses amis travaillent dans les champs.
Tout en faisant cela, Lu ajoute un bloc de glace dans son thé et se plaint de travailler trop. Lu lui assure qu'il va bien et lui demande si c'est bon qu'elle bouge autant. Lu lui répond que c'est juste de l'exercice. Et Hiraku soupire de soulagement, se demandant comment elle se sent vraiment. Plus tard dans la nuit, les filles se rassemblent autour de Lu et lui demandent comment elle se sent avec un enfant aussi lourd. Après que Lu leur ait dit, elles s'émerveillent et demandent comment elles peuvent l'aider. Bien qu'elle affirme aller bien, Lu confie que ne pas pouvoir boire d'alcool est une lutte quotidienne. Touchée, Tia, Hakuren, Lasti et les 3 anges de Tia se présentent devant Hiraku et lui demandent de vendre tout l'alcool du village. Bien que choquée, Hiraku apprend vite qu'elle renonce à l'alcool pour que Lu ne se sente pas exclue et il suggère à tout le monde de réduire leur consommation pour que le vin puisse vieillir et avoir un meilleur goût. Quelques jours plus tard, Donovan et ses amis rencontrent Hiraku, l'air triste, et lui demandent s'ils ont fait quelque chose de mal. Confus, Hiraku demande ce qui s'est passé et Donovan dit qu'il a remarqué que personne ne boit plus de vin dans leur village. En entendant cela, Hiraku lui parle de sa décision avec les filles et s'excuse de ne pas leur avoir dit plus tôt. Plus tard dans l'après-midi, Hiraku rend visite à Lu dans leur chambre et découvre la fleur de neige sur leur table de nuit. Pendant qu'ils discutent, toi et Lasti arrivez avec un ancien médicament elfique et un collier spécial que vous présentez à Lu, qui les reçoit avec fierté. Peu après, Anne, Léa, Flora et d'autres filles arrivent avec divers aliments et cadeaux pour Lu, qu'elle reçoit chaleureusement. Plus tard dans la soirée, alors qu'Hiraku et Lu examinent un petit maillet en bois que Donovan leur a donné, la poche de Lu se rompt et Hiroku convoque immédiatement toutes les femmes du village pour se préparer à la nuit la plus chargée de leur vie. Quelques heures plus tard, alors que Lu est en travail, Hiroku retourne à la grotte sous l'arbre, où il dormait à son arrivée dans la forêt, contemple les doubles lunes du monde et se remémore le chemin parcouru avant de s'endormir. Très tôt le lendemain, il retourne dans leur chambre et trouve sa femme tenant un mignon bébé garçon aux cheveux blancs. Il prend très délicatement le bébé endormi, plonge son regard dans ses yeux, incapable de croire qu'il est maintenant père, et jure de le protéger de sa vie. Une semaine plus tard, Hiraku reprend le travail après avoir nommé son fils Alfred et se remémore toutes les merveilleuses choses et souvenirs qu'il a créés depuis sa réincarnation. Ensuite, il réalise qu'il doit faire quelque chose pour remercier les villageois de leur gentillesse et de leur travail acharné pendant la grossesse de Lu. Il élabore un plan brillant et les convoque pour une réunion dans la salle à manger du village. Une fois rassemblés, il leur montre une pièce de récompense en argent qu'il a développée secrètement et ajoute qu'il les distribuera à ceux qui ont aidé à construire le village pour les remercier de leur travail. En voyant cela, Tia demande si les pièces peuvent être utilisées comme monnaie pour acheter des choses dans le village, et Hiraku leur assure non seulement que c'est possible, mais passe aussi les minutes suivantes à expliquer ce qu'ils peuvent faire avec cette nouvelle monnaie. Une fois son explication terminée, il conclut la réunion et distribue 3 pièces à chaque villageois, s'assurant de donner 30 pièces d'argent à ses animaux, car il ne peut pas en donner à chacun d'eux. Juste après, Hiraku apprend que bien que certains citoyens aient échangé leurs pièces contre du vin tout de suite, d'autres ont acheté des meubles, des armes ou les ont simplement gardées en souvenir. Avec cela, il a commencé à introduire les médailles de récompense comme précurseurs de la monnaie, mais cela a pris trop d'ampleur et l'a contraint à travailler des heures supplémentaires pour satisfaire tout le monde. Un jour, l'une des petites filles bêtes essaye de payer Hiraku pour lui donner un bébé. Mais pour éviter d'avoir des ennuis, il refuse la demande et encourage les petites à utiliser leur argent pour le louer pour le reste de la journée. Plus tard dans la nuit, Hiraku et Lu organisent une fête pour célébrer la naissance de leur fils et commencent avec un discours émouvant. Après cela, la fête commence, et Hiraku regarde avec Lu pendant que tout le monde boit, danse, plaisante et s'amuse. Peu après, Donovan et ses hommes apportent un fût rempli de nouveaux vins qu'il et ses amis ont fait juste pour Hiraku et Lu pour célébrer la naissance de leur fils et les incitent à l'ouvrir avec le petit marteau qu'il leur a donné plus tôt. Après cela, la fête atteint des sommets et devient encore plus amusante. Cependant, Donovan réalise bientôt que Lu ne peut toujours pas boire d'alcool pendant l'allaitement. Il décide donc de mettre le vin en bouteille et de le faire vieillir pendant des années jusqu'à ce qu'Alfred grandisse et soit assez fort pour le boire. Le lendemain, lorsque Biesel, Randon, Gratz et Galgardo apprennent la naissance d'Alfred, ils concluent qu'ils n'ont d'autre choix que de maintenir une relation amicale avec le village en mariant l'un de leurs nobles à Hiroku. Lorsque Galgardo entend cela, il fait immédiatement une scène, avertissant qu'il ne mariera pas Yuri à Hiroku, mais ses généraux le regardent avec déception. Pendant ce temps, Hiraku apprend de ses filles qu'au moins 100 nouveaux immigrants prévoient de migrer vers leur village à la recherche de meilleures opportunités. Au début, il a un peu peur que cela soit excessif, mais Lu l'encourage à se mettre au travail avec les autres filles et à construire une extension de leur village pour accueillir tout le monde. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Que pensez-vous qu'il se passe ensuite pour Hiraku et son village de méchants? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus de résumés d'animés comme celui-ci, regardez plutôt cette vidéo.